J'aurais jamais pensé qu'un jour, je vivrais tant d'années dans cette belle maison-là. Elle n'est pas centenaire, cette maison ici. C'est dans le journal de ma mère. Ma mère était américaine. Ils ont déménagé ici au mois d'août 1922. J'insiste sur la date qu'ils ont déménagé ici. Et ma mère était enceinte quand ils ont déménagé au mois d'août. Et au mois de décembre, au début décembre, il y avait une note. First baby born in the new house, it's a girl. C'est moi le first baby. Et c'était en 1922. Il y a 3 générations qui ont été élevées ici. Ça, il faut que je le dise à Mme Beauregard parce que je ne sais pas si elle le sait. On avait des peupliers ici, là. Ici, c'était des lilas. Là, c'était nos cerisiers de France. Puis il y avait des peupliers ici. Puis les peupliers, ça a beaucoup de racines. Puis mon père les a enlevés. Et puis quand il les a enlevés, on sait bien, moi, j'étais toujours, qu'est-ce que tu veux, j'avais toujours, comme on dit, le nez fourré partout. Alors, j'ai vu qu'il y avait, je ne savais pas quoi. J'ai dit, papa, il y a une planche ici, là. J'ai dit, pourquoi vous ne la prenez pas? Ah, il dit non, il dit ça, il dit, c'était la sole. La sole. Quoi, ça, papa, une sole? Bien, il dit, notre maison, nous autres, là, il dit, la maison, nous autres, là, il dit, c'est la cave, là, il dit, c'est du ciment. Mais il dit, nous autres, là, il dit, on n'a pas été élevés dans une maison qui avait une cave. Il dit, la maison était à terre, et puis il dit ça, là, la maison était sur ça, ces planches-là. Ah. Et quand il a construit sa maison ici, il y a un nommé Pierre Chivet qui faisait de la peinture. Et M. Chivet a passé. Et puis, maman se promenait, on sait bien, elle ne faisait pas de la construction, elle se promenait, puis elle était enceinte, ça paraissait. Alors, il a jasé avec maman, et puis maman a dit, je quitte la vieille maison. Elle dit, j'ai bien hâte, et puis tout ça. Elle dit, notre maison est construite en arrière, et puis tout ça. Il dit, si vous me permettez, il dit, je vais la faire, votre maison, puis il dit, je vais vous la donner. Oh, elle dit, certain. Elle dit, j'aimerais ça. Moi, on avait, puis moi, je l'ai gardé un bout de temps. La maison paternelle où mon père a été élevé, puis c'est ici, en avant de cette maison-là. Elle n'est pas centenaire, cette maison ici, parce que mon père s'est marié en 1920 et hiver 1921, mon père a bûché tout l'hiver avec son frère Alfred et un cousin germain, Léonide, le cousin germain venait de Saint-Alexandre, et ils ont couché eux autres ici tout l'hiver 1921. Et mon père, ils étaient 3 pour bûcher, et il a fait scier ses bouleaux en planches à Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas ça, mais ça a été fait là, par un moulin assis à Saint-Jean-Baptiste. Et tout le bois de la maison, c'est du bois franc, c'est du pin, c'est du cèdre, et c'est du chêne et de l'érable. Même l'escalier du premier au deuxième, c'est de l'érable. Cependant, je dois faire une correction. Les plafonds en haut, c'est du pin, comme les planchers, et en bas, les boiseries d'en bas, c'est du pin rouge de Colombie. Puis cette maison ici, elle a 3 rangs de briques rustiques que nous appelons aujourd'hui, mais dans le temps, ça s'appelait briques solides. 3 rangs de briques solides que les gens disaient. Et c'est une maison qui a été faite d'après un plan d'architecte. Mon père avait deux oncles à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Un qui s'appelait Moïse, qui avait le magasin général. L'autre, c'était Misaël, et il était notaire. Le notaire Misaël avait
confrère qui était architecte. Et il est venu, je ne sais pas comment, l'architecte est venu voir son confrère ou quoi, et il lui a dit, j'ai un petit neveu, là, il a marié une Américaine, puis il veut se construire une cabane. Alors, fais-lui donc un plan. Alors, il a fait un plan pour le petit neveu, et puis, alors mon père a suivi le plan de la maison. Et puis, c'est réellement 3 rangs de briques rustiques qui vient de la prairie. Ça, là, je peux le certifier, je ne sais pas combien de fois que mes parents l'ont dit. Mon mari, qui était en excavation, est venu faire le champ d'épuration ici. Et puis, M. Doré, qui était le propriétaire à l'époque, lui a dit « Fais ça comme il faut parce qu'on ne sait jamais, ça peut être à toi, cette maison-là. » Et puis, après avoir discuté avec lui, puis s'informer du prix surtout parce qu'on commençait, nous, on s'est mariés en 66 et puis Régent était en excavation, ça fait que c'est coûteux, la machinerie. Il ne fallait pas aller au-delà de nos avoirs. Alors, on a pris une entente avec M. Doré à un moment donné et puis c'est arrivé que la maison, on l'a achetée finalement. On savait que c'était la maison des Had parce qu'on connaissait très bien Jean-Luc. Et puis le père de Jean-Luc aussi, M. Alfred, il venait ici jaser avec Régent, puis quand il avait besoin d'un outil ou quoi que ce soit, puis il racontait toutes sortes de choses sur son frère quand il avait la maison. Puis c'est comme ça qu'on l'a connu, mais pas visuellement. Mais j'ai connu Mademoiselle Lucille en 2001 quand j'ai fait refaire la toiture de la maison parce que j'avais besoin de renseignements sur l'année qu'elle avait été bâtie. Et puis c'est comme ça que j'ai été en contact avec cette demoiselle-là qui est absolument charmante. Il y a eu le terrain ici de son père, quand il l'a acheté de son père, il y avait la terre à bois. Alors avec la terre à bois, papa a tout transplanté ça en pommier. Combien de pommiers, je ne sais pas. Il y a juste un petit carré de terre qu'il n'a pas fait parce que c'était censé être l'érablière, mais moi je ne l'ai jamais vu en érablière, je l'ai toujours vu en champ vacant. En arrière de la maison, il y avait encore des pruniers, des cerisiers, puis un pêcher. Il y avait un espace. Ensuite, il y avait 5 rangées de pommiers et ça se rendait chez M. Larrivée et ça montait. Oui, ça a changé beaucoup sur le chemin de la montagne. On a perdu beaucoup de monde. C'est des nouveaux propriétaires. C'est très, très différent. Il y a beaucoup de trafic, mais ça reste que le chemin de la montagne, ça va toujours être très, très beau. J'espère que ça ne changera jamais pour le dévier ailleurs parce que c'est important. C'est notre histoire, ça. C'est notre histoire, ça, cette belle route-là. Il y a tellement à faire dans une maison de cette grandeur-là, puis de cet âge-là aussi, parce que quand on change quelque chose, il faut garder le style de la maison, il ne faut pas tout gâcher. J'espère que les prochains propriétaires ne gâcheront pas ça, parce que c'est tellement chaleureux, puis ça devient comme une maison de cœur. C'est
c'est difficile de s'en défaire d'un coup qu'on l'a eu. En 2005, à l'automne 2005, on a acheté cette propriété de Mme Guertin. On savait peu de choses de la maison, mais à la fois, on l'avait souvent vue. On est des adeptes du centre de la nature. On a souvent passé devant la maison, on l'a regardé. Je vous dirais que ma conjointe l'a plus souvent remarqué que moi. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait remarquer qu'elle était à vendre, puis elle voulait venir la visiter. Mais c'était disons, sa prestance, si on peut dire, qui était un élément pour nous déclencheur, ou la tourelle, qu'on appelle aussi un petit cabochon, qui était vraiment spectaculaire. Est-ce que ça se fait de la même façon, un achat? Je pense qu'il faut penser à qu'est-ce qu'on veut faire avec la propriété, parce qu'il y a quand même une âme, il y a une histoire, il y a une âme, il y aura un vécu, on l'espère, après nous aussi. Et il faut être prêt à investir du temps, il faut être prêt à investir de l'argent, à faire de la recherche, à s'assurer que si on fait quelque chose dans la propriété, c'est quelque chose qui cadre avec cette histoire-là ou avec son architecture. Donc, c'est l'élément qui est, à mon avis, le plus important. Et c'est ce sur quoi on doit vraiment s'attarder quand on veut s'acheter une vieille propriété. Quand on s'est décidé de venir la visiter, c'était drôle parce qu'on avait planifié une rencontre avec un agent d'immeuble qui nous faisait visiter, peut-être pour la première fois, puisque le système d'alarme s'est déclenché. Et ce qui est l'anecdote qu'on peut raconter par rapport à ça, c'est que les policiers sont venus parce qu'on ne connaissait pas le numéro, on ne savait pas, le téléphone a sonné, on n'a pas répondu, bref, on n'avait pas les codes de l'ancienne propriétaire. Et on avait déjà commencé à regarder un peu la salle à dîner. Je trouvais ça vraiment, vraiment à mon goût. Quand je suis entré ici, pour moi, j'ai eu un coup de foudre. Quand j'ai vu le garde-manger d'époque, j'avais l'impression un peu comme une sirène, là, le chant des sirènes qui m'appelait et qui me disait « Viens vers moi ». Je me disais « C'est ici, tout de suite, dans les premières minutes, le coup de foudre ». Et là, le policier, quand il est arrivé, il entre dans la salle à dîner et il dit « Wow, c'est beau, c'est à vendre. Je peux-tu faire le tour ?» Alors, pendant que nous, on est avec l'agent d'immeuble à jaser dans la cuisine, dans le salon, lui, il se promène dans la maison, il fait le tour en disant « Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être vouloir l'acheter, cette propriété-là. » Donc, ça n'a pas été long, hein? Coup de coude, la conjointe, puis quand on est reparti d'ici, on a dit « On revient, on fait une offre, on la veut, cette propriété-là. » Ça a toujours resté un peu comme une petite blague, là, mais tout de suite, moi, je me disais de la compétition, là, il n'y en aura pas, on va se porter acquéreur. La firme qui est venue faire l'inspection quand on a fait l'achat de la propriété, c'était drôle parce que l'agent d'immeuble et l'ancienne propriétaire étaient ici, puis on pense toujours que faire un petit tour du propriétaire, ça prend 1 heure. Alors, on était très surpris. On a passé 5 heures ici avec un inspecteur qui est à la fois ingénieur en bâtiment et architecte. Alors, d'entrée de jeu, quand il a débarqué de son véhicule, il a commencé à nous parler de la maison, il a commencé à la décrire comme si c'est lui qui l'avait construite. Et là, il décrivait tous les petits détails de la propriété vraiment avec des explications très complètes, tellement complètes que la propriétaire, qui a habité ici presque une trentaine d'années, était stupéfait de voir combien ou ce qu'il connaissait sur la construction de cette maison-là. Une des choses qu'il nous a dit, d'ailleurs, c'est la hauteur des plafonds de 9 pieds, qui sont comme ça sur les 2 étages. Donc, il nous disait très différent de ce qu'il avait l'habitude de se construire à l'époque où, normalement, au rez-de-chaussée, c'était 9 pieds pour donner un peu de noblesse et, bon, les gens étaient des personnes importantes, donc on se construisait ça avec une hauteur de 9 pieds. Puis il dit, le 2e étage, comme ça, il dit, c'était peut-être pas juste pour donner l'impression, c'était sans doute des gens qui avaient une certaine notoriété ou une certaine noblesse parce qu'on ne construisait pas un 2e étage avec des plafonds de 9 pieds. Donc, pour nous, ça a aussi éveillé un peu la curiosité de la maison. Ça nous donne le goût d'en savoir plus.
bon, des surprises. On pensait découvrir une fortune dans les murs, là, des liasses de dollars, mais on s'est dit, est-ce que, bon, à l'époque, en 1920, on aurait caché 500 dollars peut-être, qui était peut-être beaucoup d'argent à l'époque. Donc, les surprises, non. Ce qui nous a, ben, en fait, je devrais dire oui, ce qui nous a surtout frappé, c'est le bois, partout, omniprésent, et vraiment construit avec un mode de pensée différent. Quand on parle de 2 par 8, ce sont des 2 par 8. C'est impressionnant. Des 2 par 6, c'est des 2 par 6. Alors, il y a des endroits au grenier où le plancher est construit avec des vrais morceaux d'une grosseur comme on n'en retrouve plus aujourd'hui. Donc, il fallait trouver des façons de contourner ce problème-là quand on veut solidifier un plancher ou changer un mur de place, par exemple. Donc, c'est respecter la structure actuelle et travailler alentour de ce qui existait à l'époque, qui était très, très, très solide, là. C'est une maison qui est très bien construite. Quand on a fait des travaux dans la cuisine, on a engagé un ébéniste, un jeune ébéniste du coin qui a fait des recherches pour essayer de... C'était des armoires de cuisine qu'on voulait faire. Et on voulait enlever celles qui étaient là, qui dataient des années 60, 50 et 60. Et on a vraiment trouvé quelqu'un qui était en mesure de faire des recherches. D'ailleurs, il a regardé ce qui existait sur Internet dans les années 20, il a regardé les propriétés et il nous a dit « c'est un style shaker chez vous et ça se caractérise par de grandes armoires étroites. » Et c'est en s'inspirant de ça qu'il nous a proposé un design pour les armoires de cuisine. On avait déjà été voir 2-3 firmes de cuisinistes qui revenaient toujours avec des armoires déjà préfaites en usine, qui pouvaient avoir un look ancien, mais dans la façon qu'ils ont été fabriqués, il a respecté certaines caractéristiques de l'époque, dans la façon dont les portes sont faites. Aucune firme aujourd'hui ferait ça. C'est un travail d'artisan et d'artiste. Il y a des choses qui sont restées intactes. Le garde-manger est resté intact, même si on a fait de grands changements dans la cuisine et la salle à dîner, ça ne ressemble pas du tout à ce que c'était à l'époque. L'ébéniste avec lequel on a travaillé nous a demandé si on devait défaire le mur qui donne accès au garde-manger. Puis pour nous, c'était intouchable. C'était quelque chose que peut-être j'ai déjà vu chez une de mes tantes à Montréal, dans une vieille maison. Puis pour moi, voir ça, garde-manger vitré, tout en bois, c'était tellement... Ça faisait partie de la maison et ça devenait intouchable dans la résidence. Intérêt pour le patrimoine, puis j'aime les antiquités. J'ai toujours aimé ça parce que notre premier set à dîner, qui vient des grands-parents de mon mari, on l'a eu avant d'avoir la maison. Alors, on a choisi la maison pour aller avec le set à dîner. Non, mais on a toujours aimé l'antiquité, tous les deux. Et puis, les choses qu'on a ramassées, ça coûtait pas une fortune, puis on s'arrangeait avec ça, puis ça a fini par nous faire un bel intérieur, finalement. Mais ça s'est fait graduellement, puis les rénovations qu'on a pu apporter, comme la plomberie ou l'électricité, ça s'est fait avec les années. Quand on est obligé d'ouvrir un mur ou un plafond, bien, on en profite pour faire changer l'électricité ou la plomberie a été refaite de haut en bas. Et puis, la terrasse, c'est la même chose. Il y a eu des améliorations de fait, mais il y en a toujours à faire. C'est la cheminée, c'est les allèges des fenêtres, ça a tout été fait. Quand on a une propriété, on sait ce que c'est. Il y a toujours de la rénovation à faire, il y a toujours de l'entretien, beaucoup d'entretien. Quand on a acheté la propriété, c'est lors de la première visite, en fait, que ma conjointe et moi, qu'on a remarqué qu'il y avait des choses à modifier. En fait, dans le grenier, c'était un bon vieux grenier hanté, comme on peut s'imaginer dans les films où on ouvre la trappe et les toiles d'araignée, les mouches, c'était du storage qu'il y avait là. Et ça a été un autre coup de foudre parce qu'on s'est dit tout de suite, on va faire notre chambre ici. C'était, pour nous, presque inévitable. Quand on regardait le nombre de pièces dans la maison, bon, on a 4 enfants avec nous et
ne voulant pas briser leurs habitudes, on n'a pas pensé les faire cohabiter ensemble. Et ça nous prenait un bureau, ça prenait une cuisine et du rangement, chose qu'on n'avait pas à l'époque. C'était des petites armoires et là, bon, c'était plus, ça ne convenait plus. Donc, il y avait la cuisine qui devait être modifiée. On devait s'aménager un bureau, on devait aménager une chambre au grenier. Les salles de bain devaient être revisitées ou repensées parce que ce n'était pas pratique pour une famille de 6. Donc, on savait déjà, entre la première visite et la deuxième, où on a fait une offre d'achat, on avait déjà un plan, on savait déjà ce qu'on allait faire. Et moi, je me souviens d'avoir dit à l'agent d'immeuble, j'ai dit, regarde, je la veux, cette maison-là. Je la veux, avec un V majuscule. Oui, l'inspecteur qui est venu nous a dit que ce n'était pas une maison victorienne puisque les années ne coïncidaient pas avec la vie de la reine Victoria. Je pense qu'il nous disait qu'elle était un peu trop jeune, quelques années, 3 ou 4 ans, elle a été construite en 1922. Et je crois que les maisons victoriennes ont commencé vers la fin des années 20, si je ne me trompe pas. Alors, Mme Gartin était très surprise parce que, bon, c'est un style victorien, mais qui aurait été construit quelques années auparavant. Peut-être précurseur. Je ne dirais pas que la reine Victoria s'est inspirée de notre propriété, mais disons qu'à la blague, elle était quelques années avant le début des maisons victoriennes. Oui, dans la maison, il y avait une grande salle à dîner et un salon adjacent, les deux qui étaient séparés par une espèce d'arche ou une petite séparation, qui, à l'époque, convenait, mais était éloigné quand même de la salle à dîner. Donc, les gens cuisinaient ici, transportaient les aliments à 2 pièces ou une pièce plus loin, et nous, ce n'était pas adéquat. Et en raison de nos engagements professionnels, on avait besoin d'un espace de travail ici, à la maison. Donc, on a fait un mur entre les 2 pièces, les séparant. Le travail, j'ai récupéré des OG ailleurs dans la maison que j'ai installé, j'ai arrangé ça et ce serait difficile, quand tout est fini, c'est difficile de s'imaginer qu'il y avait une porte à l'époque. Donc, on a essayé ou un arche, on a essayé de respecter l'architecture, de créer des pièces peut-être là où il n'y en avait pas, mais en réutilisant les matériaux et en conservant un peu un look des années 20. Dans les changements ou les améliorations, on a eu à changer les fenêtres de la maison qui n'étaient pas adéquates et qui laissaient entrer, en fait, on chauffait à l'extérieur pendant l'hiver. Donc, dans la nouvelle cuisine, on a décidé de changer la fenêtre pour une porte patio en se disant, bon, dans le futur, on mettra un balcon, là, ce sera notre cuisine et ça sera intéressant pour la luminosité. En même temps, il fallait enlever, dégarnir le mur pour que les gens qui se chargeaient des rénovations puissent accéder à ce mur-là. Et en enlevant l'espèce de plâtre qui était là, avec les petites lattes de bois d'époque, on a tout enlevé ça et ça nous a donné une dimension différente dans la cuisine. Voyant le mur de briques comme ça, on trouvait que ça donnait un cachet encore plus vieillot à la cuisine. Ça s'agençait bien avec la décoration qu'on avait l'intention d'avoir, donc on l'a conservé. Et j'avais dit à ma conjointe, on va pouvoir s'installer dans notre nouvelle chambre pour la Saint-Valentin 2006. Et ça a été fini à Saint-Valentin 2007. Donc, comme tout grand chantier de construction, il y a eu un peu de retard. C'était beaucoup d'heures de travail. On peut s'imaginer l'isolation, installer des feuilles de gyps. Il est entré à peu près 40 feuilles de gyps pour faire la chambre au grenier. Les matériaux utilisés ont été des matériaux nouveaux, mais on a voulu quand même conserver une espèce d'allure ancienne. On a donc réutilisé le plancher, qui était des planches, mon ébéniste me dit du tilleul. Et on a réutilisé ces planches-là qui n'étaient pas très belles. On peut s'imaginer, après 80 ans, là, les planches étaient grises, étaient salies. Donc, on les a pris, on les a retournées. Ils étaient déjà beaucoup plus pâles. On les a cloués, on a fait un inventaire, on a tout fait un réagencement des planches. Il n'était pas question de sacrifier ça. On se disait, on ne peut pas se débarrasser de ces planches-là. Aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre que c'est du bois d'ici. Et donc, on a consacré à peu près une année à faire des travaux et en ce moment, je dirais qu'elle est prête à 90 %. Le choix de venir s'installer ici,
bon, c'est dû à plusieurs facteurs. C'est certain que le choix de s'établir à Mont-Saint-Hilaire, c'est en grande partie à cause de la montagne et de la rivière qui sont vraiment remarquables, splendides. On dit souvent à la blague à des amis qu'on habite probablement dans la plus belle ville au Québec. On ne les a pas toutes faites, mais on sait que dans les villes qui sont avoisinantes de Montréal, c'est sûrement une des très belles régions, une des très belles villes. Donc pour nous, la montagne, ça revêt un cachet particulier. On aime beaucoup la montagne. On est membre du Centre de la nature. On va faire des randonnées pédestres régulièrement. Si ce n'est pas une fois par semaine, c'est 2 fois par semaine. Donc on est des adeptes. Et quand on a vu que la propriété donnait sur la montagne, était face à la montagne, c'était pour nous un plus, parce que de l'endroit où on a vraiment une belle vue. Et il y a tout l'aspect ancien du chemin de la montagne, les pomiculteurs, les artisans qui y sont. Il y a comme une espèce de cachet qu'on pourrait peut-être retrouver aussi dans le vieux Saint-Hilaire, qui est près de l'église, mais ici, on dirait que c'est encore épargné, c'est encore la campagne. Même si on habite dans la belle ville de Mont-Saint-Hilaire, s'il reste un coin de campagne, on y est, on croit y être. C'est une maison qui a beaucoup d'âme.